prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 45e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de juillet, août et septembre 2024. Oui, je fais 3 mois cette fois-ci parce que je suis encore plus en retard que d'habitude, je ne savais même pas que c'était possible, mais si je l'ai fait. Bref, j'en suis évidemment encore une fois navré, ça sera donc 3 mois pour ce numéro, ça fait encore donc plus de films, mais on va quand même essayer de faire pas trop long. On va essayer, hein, vous savez que je fais ce que je peux. Bref, écoutez, sans transition, je pense qu'on peut démarrer tout de suite. Et on commence avec Kinds of Kindness, réalisé par Yorgos Lanthimos. Et directement, maintenant vous connaissez, je vous renvoie vers le Cinéflog pour avoir un avis un peu plus détaillé sur ce film de ma part, mais pour faire court, j'ai trouvé ça pas mal. Déjà deuxième film de Yorgos Lanthimos en 2024, après le très bon Pauvre créature. Et là du coup c'est totalement autre chose, donc en gros c'est 3 moyens métrages qui vont s'enchaîner avec souvent les mêmes acteurs, mais donc à chaque fois ils seront dans des rôles différents. La thématique commune, on va dire, c'est plus ou moins la manipulation et le contrôle. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça fascinant par moments, mais j'avoue que j'ai pas été totalement embarqué non plus. On reconnaît certains... comment je pourrais dire ça ? Certains tics de réalisation de Lanthimos, plus dans les choix musicaux, on va dire, plus dans l'ambiance musicale, c'est très Yorgos Lanthimos, moins dans la mise en scène, qui est peut-être un peu moins tape à l'œil, entre guillemets, que ses précédents films, mais il y a quand même toujours ce côté très bizarre, très froid, très austère par moment. Tout ça pour dire que, bon, déjà, les 3 histoires, évidemment, ne se valent pas. La meilleure, selon moi, ce sera peut-être la deuxième, parce que c'est peut-être celle qui est la moins saisissable, dirons-nous. Donc c'est peut-être la plus passionnante à analyser, peut-être. Je suis un peu mitigé, malgré 2-3 moments assez surprenants. J'ai pas été plus embarqué que ça. Cinéflog pour plus de détails, ça sera évidemment dans la description. Mais voilà. Un gros sans plus. X, réalisé par Ti West, premier volet de sa trilogie qui a été terminé cette année avec Maxine, que je n'ai pas encore vu, je vous le dis tout de suite, peut-être dans les rattrapages de fin d'année. En tout cas, ce X, qui devait être un hommage au film d'horreur des années 70, donc avec un groupe de jeunes gens qui vont tourner un film porno dans les années 70, hein, donc pour le coup, hommage aux années 70, et le film se passe dans les années 70, et donc... Ils ont loué une espèce de grange qui est tenue par un couple de vieilles personnes. Et en gros, bah voilà, donc ils ont évidemment pas dit ce qu'ils venaient faire là, mais donc ils vont tourner un porno. Ils vont se faire surprendre, notamment par la femme du couple de vieux, et ça va très mal tourner. Voilà, j'en dirai pas plus. Encore une fois, Cinéflog pour un avis plus détaillé, mais... Pour faire rapidement, j'ai trouvé le film vraiment bien. Le film n'est pas très surprenant dans son déroulé, par contre. C'est-à-dire que c'est un slasher qui se veut être assez classique dans son exécution. Donc il y a vraiment des moments où il n'y aura pas vraiment de surprise, mais en même temps, si ça veut être un hommage à ces films-là, à la limite, pourquoi pas. C'est plus dans l'esthétique que je trouve super intéressante. J'aime beaucoup le casting. J'aime beaucoup certaines idées de mise en scène. J'aime bien notamment il y a des transitions de scène qui je trouve très réussies. Quelques effets aussi super intéressants. J'aime bien... Les quelques révélations qui sont disséminées à droite à gauche. Le film n'a pas peur d'être assez violent aussi par moments, mais je trouve qu'il y a une violence très graphique qui fonctionne très très bien. Et j'aime bien le trouble de la fin, encore une fois, qui bah du coup annonce totalement alors pour le coup pas le deuxième et le troisième film, mais j'y reviendrai. Donc non, j'ai vraiment passé un bon moment devant X. C'est pas un grand film, mais honnêtement je l'ai vraiment trouvé très bien foutu, et vraiment ouais, avec une esthétique très travaillée et parfaitement tenue. Un bon cru. X. Furiosa, enfin Furiosa de George Miller, enfin j'en parle. Il était temps, bordel. Le prequel, ni plus ni moins, de Mad Max Fury Road, donc évidemment focalisé sur Furiosa. Ici joué par Anya Taylor-Joy, qui joue donc la version jeune, entre grosses guillemets, de Furiosa. Encore une fois Cinéflog, mais surtout, quel film. Peut-être le meilleur blockbuster de l'année pour moi. De très loin, oui, meilleur que Dune 2, et je l'assume de dire ça. George Miller est trop fort. George Miller est trop fort, il est revenu sur son trône, 9 ans après le génial Fury Road, même l'excellentissime Fury Road. Voilà, il a encore rappelé à tout le monde comment on faisait un vrai blockbuster, inspiré, intelligent, sublime à regarder, avec de vraies idées de mise en scène, une vraie ambiance, que ce soit sonore ou visuelle, avec des personnages charismatique, haut en couleur, qu'on a envie de suivre. Alors effectivement, l'esthétique, je dirais plutôt dans les effets spéciaux, ils sont peut-être un peu décevants, je veux bien l'admettre là-dessus. C'est vrai que techniquement le film est parfois un petit peu aux fraises. C'est pour pinailler, franchement c'est pour pinailler, parce que putain quel plaisir, quel spectacle. Vraiment un des films de l'année pour moi, sans aucune hésitation. Et d'ailleurs j'ai revu quelques jours après Fury Road, parce que j'avoue que le film m'a donné envie de revoir Fury Road. Tout est sous nos yeux, quoi. Tout est sous nos yeux pour dire que c'est un des meilleurs films des années 2010, où vraiment tout est d'une fluidité incroyable, des séquences déjà cultes qui s'enchaînent sans forcer en fait. C'est vraiment un film où on a l'impression que
C'est facile en fait, on a l'impression que tout est facile. Quand il a fait Fury Road, je sais pas quel âge il avait, George Miller était déjà très vieux et il met l'amende, mais tellement de cinéastes qui ont 3 fois moins son âge, il les met à l'amende, il se dit mais les gars, non, vous savez pas faire du cinéma, moi je sais faire les gars, voilà, et nous le montre. Il pose ses énormes couilles pendant 2 heures, et voilà comment on fait un putain de film d'action de 2 heures. Il y a pas beaucoup de scénar, mais on s'en fout. On s'en fout, le spectacle est total, les personnages sont incroyables, sont extrêmement bien écrits, l'univers est fou, il y a tellement d'idées à la seconde, voilà, donc il a rappelé à tout le monde que c'était qui le patron, donc il a déjà fait en 2015 avec Fury Road, et donc là il l'a refait avec Furiosa. Bravo George Miller, respect, rien à redire. Foncez voir Furiosa si vous l'avez toujours pas vu, bordel. Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Alors celui-ci, alors maintenant... avec beaucoup de recul, bah oui, voilà, on ne peut que être, comment dire, respectueux du succès incroyable du film. C'est un succès colossal, assez inattendu, je dois dire, mais voilà, le fait est que c'est un film au succès colossal. Et c'est plutôt mérité, je trouve le film vraiment bien. Encore une fois, il y a un cinéflog pour plus de détails. En plus, il y a un vrai débat, parce que je crois qu'on est 3 à parler de ce film, avec Tiflog, et je crois que c'est Dr. Ray, si je dis pas de bêtises, que je salue s'il m'écoute. Tiflog aussi, évidemment. Et du coup, ouais, enfin, on vantait les qualités techniques du film, qui sont indéniables. Le casting est très bon également. Beaucoup de scènes sont très réussies. C'est vrai que le film réussit là où les 3 Mousquetaires avaient pas mal échoué à pas mal de moments. Il y a forcément une relecture très moderne de l'histoire, mais sans que ce soit non plus totalement incohérent dans les dialogues ou dans le phrasé, qui reste quand même assez théâtral et très littéraire, mais ça fonctionne. Là pour le coup ça fonctionne bien mieux que dans le 3 Mousquetaires où c'était parfois un peu bâtard. Il y a une vraie mise en scène, ça dure 3 heures, on voit quasiment pas le temps passer, c'est extrêmement bien tenu, c'est très rythmé. Et ouais, Pierre Ninet est vraiment bon quoi. Il fait très très bien le café, le reste du casting n'est pas en reste. Peut-être le final qui est peut-être légèrement décevant, et encore, c'est pour pinailler, mais non. C'est réussi, bravo, et succès mérité, et qui fait du bien, et qui j'espère va un peu redorer le blason du cinéma français. Ça serait cool, parce que le film est aussi un énorme succès critique, et c'est pas souvent. En espérant que ça a motivé à essayer de faire des films populaires de qualité, parce qu'on en manque, et ça fait du bien. Pendant ce temps sur Terre, réalisé par Jérémy Clapin, que j'avais très envie de voir, parce que Jérémy Clapin, qui avait réalisé le génial J'ai perdu mon corps, et donc là cette fois-ci il nous revient avec un film, pas en animation, même s'il y a un peu d'animation dans le film, mais j'en dirai pas trop plus. Cinéflog encore une fois, pour faire assez rapide, c'est pas mal, mais j'avoue que c'est pas un film que j'ai trouvé flamboyant, pas mal d'idées, ça raconte pas quelque chose d'intéressant, mais il manque, je trouve, pas mal de trucs pour vraiment nous accrocher. Pour le coup, je trouve que les séquences animées sont peut-être les meilleures du film, donc peut-être que Jérémy Clapin doit rester à l'animation, peut-être. Malgré quand même une mise en scène qui est vraiment bonne, hein, franchement, même pour filmer des scènes en vrai, entre grosses guillemets, il le fait très très bien. Il y a une ambiance, aussi globale et visuelle qui est assez réussie, notamment sonore, évidemment aidé par la musique de Dan Levy, une fois encore, un excellent compositeur. Alors même si l'OST est bien moins marquante que celle de J'ai perdu mon corps, elle reste de qualité, ça aide aussi quand même à l'ambiance globalement. Et l'actrice principale, que je ne connaissais pas, s'en sort très très bien, qui se nomme, j'ai oublié son nom, pardon, je regarde tout de suite, Megan Northam, je sais pas comment on prononce comme ça, qui est tout à fait convaincante. Voilà, plus de détails dans le cinéphore, j'ai pas plus à dire. Sons, réalisé par Gustave Moller, là aussi une grosse attente, parce que Gustave Moller avait réalisé un très très grand film il y a quelques années qui s'appelait The Guilty, ce huis clos danois absolument génial avec un mec qui répond au téléphone et qui se retrouve embarqué dans une enquête, plus ou moins, et donc on va le suivre tout le film dans son bureau avec son téléphone, enfin bref c'était génial. Et donc là nouveau film donc avec une gardienne de prison qui va avoir une relation extrêmement hostile avec un tout nouveau détenu qui est dans sa prison, je vous dirai pas pourquoi, jusqu'à arriver à 3 petits points. Là aussi, j'en parle dans un cinéphore décidément, mais pour faire court, encore une fois, un peu comme le film précédent, c'est une déception par rapport au premier film, parce que c'est... Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Pourtant c'est bien tenu, il y a de bons acteurs, il y a un certain trouble qui domine tout le film, mais ça manque de souffle, ça manque de puissance, le rythme est un peu inégal, et je trouve que ça n'arrive pas à transcender son sujet, je dirais. Malgré encore une fois des séquences assez intéressantes, notamment la fin. Ça aurait pu être mieux. Il y aurait vraiment moyen de faire bien plus impactant selon moi. C'est pas un mauvais film, loin de là, mais j'avoue que j'ai pas été embarqué encore une fois plus que ça. C'est vraiment dommage, mais ça reste un cinéaste à suivre, Gustave Moller, tout comme Jérémy Clapin d'ailleurs. Projet X, réalisé par Nima Nourizadeh. Et oui, je l'ai enfin vu. Alors après, on n'est pas non plus sur le chef-d'œuvre du siècle évidemment, mais ça reste un film qui a marqué son temps. Un peu quand même, en 2012. Je l'ai regardé parce que, alors là, si vous suivez l'émission depuis un moment, vous le savez, mais bon, je suis à la poursuite d'un badge Sens Critique pour avoir vu les 55 films qui ont été passés une entrée au box-office français de 2012. Ce film en fait partie, c'est pour ça que je l'ai vu, principalement. Bon, eh bien, c'est pas merdique, honnêtement.
Bon, alors, il y a énormément de trucs à redire sur le film quand même, sur le fait notamment que ce soit extrêmement beauf, très rétrograde par moment. C'est quand même parfois, tu te dis mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que je vois à l'écran. C'est absolument pas crédible en plus, enfin il y a vraiment des moments où tu te dis que c'est totalement tiré par les cheveux, mais admettons pourquoi pas. Le procédé évidemment donc du footage tout ça, caméra embarquée, bon, ça montre vite ses limites et le film je trouve ne l'assume pas totalement, mais par moment il y a quelques petites fulgurances où on arrive à être un peu dans l'euphorie du truc et ça fonctionne un peu. Il y a quand même quelques bonnes idées par-ci par-là, il y a quand même une immersion qui n'est pas négligeable, qui fonctionne par moment. C'est pas nul, c'est pas bien, mais c'est pas nul, ça se regarde par curiosité. Voilà, c'est pas un film quand même qui marque, loin de là, mais ça fonctionne un peu, ça reste révélateur d'une époque aussi. Je pense que c'est plus intéressant à regarder pour ce que ça révèle de l'époque de 2012, qui n'est pas si lointaine et en même temps qui paraît déjà très loin. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en 12 ans, tellement de choses ont changé, et ce film apparaît déjà presque comme obsolète, et c'est en ça aussi que je trouve ça assez intéressant. C'est presque, et là vous avez peut-être hurlé, c'est presque un documentaire historique. Parce qu'honnêtement, ça raconte vraiment quelque chose de cette époque-là, qui est pourtant pas si lointaine, que j'ai connu quelque part en plus. C'est intéressant pour ça. Après voilà, le film est ce qu'il est. Il y a vraiment des moments où on a envie un peu de hurler en mode mais c'est de la merde. Mais par curiosité, pourquoi pas. Mais ça reste évidemment très moyen, il faut quand même pas déconner. Twisters, réalisé par Lee Isaac Chung, qui se veut être donc un reboot du film Twister, film de Yann de Bont, si je ne dis pas de bêtises, sorti dans les années 90, avec Ellen Hunt notamment. Donc là c'est suite / reboot on va dire, donc avec Daisy Guardians et Glenn Powell notamment. J'avais pas spécialement envie de le voir, mais bon je me suis dit allez pourquoi pas. Et c'est sympathique, il y a quelques bonnes idées, les effets spéciaux sont tout à fait corrects, ça fait le café, les personnages sont attachants, voilà, ça reste très balisé, par moments c'est quand même très très cliché, mais petit divertissement qui paye pas de mine, c'est son plus, vraiment, c'est pas essentiel à regarder, mais ça fait le taf. Voilà, j'ai pas vraiment plus à dire, malheureusement, même esthétiquement c'est plutôt correct, voilà, c'est pas fou, mais bon, je pense qu'il y a eu largement pire cette année. Dans les blockbusters américains. Même les blockbusters américains corrects, ça se fait de moins en moins. Donc bon, au moins, on peut pas lui enlever ça. Et là maintenant, on va parler d'une trilogie sacrément... comment je pourrais dire ça? J'ai pas le mot là comme ça qui me vient, mais qui existe. Qui a le mérite d'exister, on va dire. La trilogie Taken, donc avec le premier film réalisé par Pierre Morel et les deuxième et troisième films réalisés par Olivier Mégaton. Donc j'ai revu le premier film, et après j'ai enchaîné avec le 2 et le 3. Pareil, le 2 que je devais voir parce qu'il était dans le box-office de 2012, comme j'ai dit pour Project X. Bon, du coup j'ai revu le premier film, j'en avais un bon souvenir à l'époque. Je l'ai revu, bon, c'est un peu moins bien que dans mes souvenirs, mais honnêtement, au vu de la réputation, encore que le premier a quand même une réputation tout à fait correcte, et bon, même s'il y a quand même plein de trucs qui vont pas, le premier film reste assez bien fait, assez bien foutu. On est quand même dans l'ambiance, il y a quand même quelques bonnes idées, c'est assez efficace. Voilà, c'est pas très bien réalisé, mais Liam Neeson est très charismatique, ça fonctionne. On a envie de le suivre, on a envie de l'accompagner, on a envie qu'il réussisse évidemment à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire récupérer sa fille, bon, je pense que tout le monde le connaît, et puis évidemment la fameuse scène culte de l'appel téléphonique évidemment, qui fonctionne toujours très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs à redire quand même, mais le premier film, pourquoi pas. Arrive donc le 2. Réalisé par le Mégaton, sorti en 2012 donc, le premier de 2008, d'ailleurs pardon je l'ai pas dit. Bon le 2 déjà ça commence déjà à sortir le roussi, déjà en termes de mise en scène c'est moins bien réalisé, il y a vraiment des moments où c'est très très charcuté dans le montage et c'est un peu dommage parce que parfois on profite pas beaucoup de ce qui se passe à l'écran. Il y a des énormes trous de scénario aussi, puis alors vraiment le fameux moment qui a, je pense fait pas mal réagir à l'époque où le personnage donc la fille de Liam Neeson, Maggie Grace de son nom d'actrice, j'ai pas le nom de personnage mais j'ai le nom d'actrice, qui joue dans Lost aussi, c'était Shannon dans Lost, bon je dévie totalement, mais bref, donc qui lance des grenades en pleine ville pour que le personnage de Liam Neeson la retrouve à Istanbul, ça c'est quand même assez cocasse, c'est à dire que vraiment c'est quand même totalement improbable. Mais encore une fois, ça fonctionne pas trop mal, ça reste moins bien que le premier, il y a quand même des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, mais ça se suit, c'est pas foncièrement désagréable, même si cinématographiquement parlant, il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, puis c'est quand même ultra cliché, voilà. Ça reste de l'écriture à la Besson, encore une fois, Besson, avec ce genre de film, bon, il s'est quand même fait un nom, et pas une belle réputation, et il y a une raison à ça. Donc voilà, Taken 2, bon, c'est pas nul, mais quand même, voilà, c'est quand même pas folichon. Et arrive le 3 qui a quand même une réputation extrêmement merdique, pas se mentir. Taken 3, vous avez certainement entendu parler de la fameuse scène où le personnage de Liam Neeson franchit
une clôture, tout ça en 14 plans, qui est une immondice, en termes de montage évidemment. C'est quand même sorti en 2014. Bon, alors là, le scénario est encore plus pété que les précédents. Malgré la présence de Forest Whitaker que j'aime beaucoup, il n'arrive pas à sauver le film, parce que tout le concept de base est totalement illogique, n'a aucun sens, et n'est que prétexte pour les courses poursuites et tout ça. Il y a des trous de scénario énormes, c'est du bullshit complet, et en plus, en termes de mise en scène, il n'y a rien, c'est charcuté à la truelle en termes de montage, donc c'est illisible quasiment constamment, et c'est quand même un exploit. On parle évidemment de la fameuse scène de la clôture, mais il y a tellement d'autres scènes où on piche rien de ce qui se passe, c'est un enfer en termes de montage. Donc voilà, c'est très mauvais, on va pas se mentir, c'est vraiment mauvais. Malgré la personne de Forest Whitaker, honnêtement, j'ai envie de défendre le film parce que Forest Whitaker arrive à insuffler à 2-3 moments un petit intérêt, il est vraiment fort, mais bon, à part ça, c'est vraiment nul. Non, franchement, c'est quand même vraiment très mauvais, donc il faut vraiment s'arrêter au premier, et encore même le premier, c'est pas non plus... Mais bon, à la limite, pourquoi pas pour la curiosité, mais vraiment le 2 et le 3, surtout le 3, c'est vraiment pas la peine de perdre votre temps, parce que c'est pas bien. Un film qui est pas bien d'ailleurs, on enchaîne tout de suite, alors là, vraiment... On enchaîne les chefs-d'œuvre dans cette émission. Pourtant, on avait plutôt bien commencé, mais alors là, vraiment, ouf. Le Larbin, réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier. Me demandez pas pourquoi j'ai été voir ça. Vous savez, un couple faut faire des concessions. Je t'embrasse ma chérie évidemment si tu m'écoutes, mais bon, voilà. Parfois, je pense que je dis un peu trop oui. Le Larbin, donc, comédie française populaire un peu à la con. C'est pas bien. C'est pas bien, malgré un concept pas inintéressant. Pour faire court, c'est un jeune con, fils d'une personne qui est très riche, je pas Cadmerade, qui en gros n'a le respect de rien, est un petit con, hein, voilà, on peut le dire clairement, et son père, pour lui donner une leçon, eh bien il lui fait croire qu'il a atterri au Moyen-Âge. En gros, il a fait toute une mise en scène, donc il a construit des décors, etc. Donc c'est un peu comme le Truman Show, il est dans une fiction mais il le sait pas, et en gros donc il y a des acteurs, il y a des figurants, tout ça, etc. Et donc ils vont lui faire croire qu'il est au Moyen-Âge, qu'il joue un serviteur, il va se faire donc cracher dessus, se faire traiter de merde, etc. Bref, c'est pas bien, c'est pas drôle, à part un ou deux moments, et encore, faut vraiment le faire. Ça surjoue à mort, notamment Claes Cornillac, ce personnage est insupportable, la morale c'est de la merde. En plus, vraiment, le film se termine, c'est honteux, je trouve, la fin du film, vraiment, parce que tout est basé sur un mensonge, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très limite en termes de morale. Et au-delà de ça, voilà, y a, évidemment, ça aucune mise en scène, le concept, ils en font rien, c'est chiant, c'est pas drôle, voilà, bref. Non merci, passez votre chemin par pitié. Une nouvelle trilogie dont on va parler maintenant, Largo Winch. Boum, voilà, sans aucune transition. Les deux premiers films réalisés par Jérôme Salle et le troisième film réalisé par Olivier Massé-Despaces. Le premier film sorti en 2008, que j'ai revu, donc en gros le 3 est sorti cette année. Donc j'ai revu les deux premiers, j'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Le premier film, je n'avais pareil un bon souvenir comme Taken. Bon encore une fois c'est pas aussi bien dans mes souvenirs, mais j'ai trouvé le film assez correct. Ça fait le taf, Thomas Sisley s'en sort, il y a quelques idées de mise en scène, c'est pas honteux, ça fait surtout plaisir de voir un actionneur français. Non, ça passait. Le premier film était, je trouve, pas intéressant. Pareil pour le 2 d'ailleurs, sorti en 2011, qui fait le café aussi, je ne saurais pas dire s'il est meilleur, moins bien, ou tout aussi bien que le premier. Peut-être que le scénario est peut-être un peu moins... intelligent, dirons-nous. Bien que le premier film soit pas non plus incroyable, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins subtil, je dirais, dans la narration. Mais il y a des scènes qui fonctionnent bien. En termes d'action, ça fait le café. Il y a Sharon Stone, quand même, qui apporte un certain cachet au film, je trouve. Il y a aussi toute l'histoire en Birmanie, je crois, qui fonctionne bien aussi. Donc voilà, c'est pas intéressant. Et donc le 3, je sais pas s'il y avait des gens qui l'attendaient vraiment. Moi en tout cas je l'attendais pas, c'est quand même assez incroyable d'avoir un film Largo Winch en 2024, mais pourquoi pas. Toujours avec Thomas Sisley, c'est le seul qui revient d'ailleurs je crois dans la saga, tout le reste après c'est que des nouvelles têtes. Bon, comment dire, c'est un film surprenant, et pas forcément que dans le bon sens. Bon déjà avoir James Franco dans un film comme ça c'est quand même assez improbable, mais admettons, c'est le genre de film qui a été fait trop tard en fait. Genre vraiment j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à foutre de Largo Winch quoi. C'est un peu le problème, et pareil le film ne sait pas vraiment ce qu'il veut raconter. En termes de scénar c'est extrêmement bancal, peut-être plus que les deux premiers quand même. C'est pas très bien réalisé, il y a vraiment pas de scène d'action qui marque. C'est très indigeste, même dans le... On n'est pas au niveau d'un charcutage à la Taken 2 et 3, mais c'est quand même pas très bien monté. Les personnages sont pas spécialement attachants, surtout qu'en plus il y a des histoires de trahison, de double jeu machin, qui tu te dis, oh là, c'est quand même très tiré par les cheveux quand même, on va pas se mentir. Il y a 2-3 idées, je dis pas, pourquoi pas. C'est pas nul à chier, ça se suit pas trop mal quand même, mais faut vraiment avoir un intérêt énorme pour les deux premiers films pour aller voir ça, parce que franchement sinon ça vaut vraiment pas le coup, je vous dirais. Donc bon, bref.
je pense que c'était pas utile de le faire. Anna, réalisé par Joe Wright, sorti en 2011. Bonne surprise, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai trouvé le film vraiment intéressant. J'aime bien toute la première partie du film qui vraiment prend son temps pour installer toute l'ambiance. J'aime bien le côté préparation pour un truc où on sait que ça va arriver et où du coup tout est planifié. Je sais pas comment le dire, mais j'aime vraiment bien ce côté où on sait qu'il va y avoir quelque chose de grave qui va se passer, ou en tout cas de toute une aventure qui va se dérouler, genre les personnages le savent, et ils se préparent pour ça. Et j'aime comment c'est construit, j'aime comment c'est fait, je trouve ça intelligent et malin de le prendre comme ça, plutôt que de prendre un mec lambda qui d'un seul coup a des capacités incroyables. Là pour le coup tout est justifié, parce que c'est un personnage qui est entraîné depuis son enfance, il y a un véritable passé qui je trouve est vraiment bien exploité, donc je trouve que c'est très intelligemment fait. Je trouve qu'esthétiquement le film est vraiment réussi, il y a vraiment des séquences qui m'ont impressionné, notamment la scène de l'évasion par exemple, je la trouve très réussie. J'aime beaucoup aussi la scène de bagarre dans les docks, et la musique des Chemical Brothers qu'il faut quand même souligner parce qu'elle est assez surprenante, mais elle fonctionne très très bien, elle apporte vraiment une identité propre au film, donc faut vraiment le saluer ça. Et non, je trouve que le film est très bien foutu, c'est un film qui propose vraiment un ton original. Il y a aussi tout ce truc avec cette famille un peu étrange, on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des films calibrés comme ça. C'est un film assez audacieux en fait, vraiment, avec un casting pareil, avec vraiment cette promesse d'un actionneur bébête et un peu con sur le papier. Je trouve que vraiment le film transcende totalement son sujet et arrive à être un vrai film de cinéma, et vraiment bonne surprise quoi. C'est pas parfait hein, évidemment, mais franchement vraiment bonne surprise sur Anna, je l'ai vraiment trouvé bien. Très bonne OST qui arrive vraiment à donner une vraie identité au film, très bons acteurs, bonne mise en scène, il y a aussi un plan séquence assez dingo pour une scène d'action. Joe Wright, je pensais pas qu'il était capable de ça, je vous le recommande vraiment, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande parce que franchement c'est un vrai bon moment, vraiment audacieux et qui paye pas de mine comme ça, mais vraiment qui fonctionne très très bien et qui est très efficace. Bravo. J'ai envie de dire bravo. Moins bravo pour le film suivant, Deadpool et Wolverine, réalisé par Sean Levy. On en a longuement parlé avec Tiflorg dans un ciné-florg, donc on va faire un ciné-florg, mais j'ai pas aimé. Déjà que j'ai pas beaucoup aimé les deux premiers Wolverine, mais alors les deux premiers Deadpool, pardon. Wolverine j'adore, mais là les deux premiers Deadpool j'avais pas beaucoup aimé. Alors là vraiment c'est je crois tout ce que j'aime pas en fait. Ce film c'est vraiment tout ce que j'aime pas, parce que pour moi c'est un film qui se fout de la gueule de son spectateur. Le multivers, j'y arrive pas, je trouve ça d'une connerie abyssale, je trouve que vraiment ça nique tous les enjeux possibles, il y a aucune consistance, et vu qu'on peut faire ce qu'on veut, plus rien n'a de sens, plus rien n'a d'enjeu, et en plus c'est le genre de film où vraiment ils ont tout mais en fait ils ont rien, et ils essaient à chaque fois de justifier en mode ouais on a pas eu un tel mais on a quand même un tel, voilà, parce qu'en plus il y a des caméos, mais c'est vraiment du fanservice mais putassier comme j'ai rarement vu. C'est moche, vraiment c'est moche en plus, l'esthétique globale est dégueulasse, il n'y a aucune mise en scène, l'humour est lourd, mais lourd. Puis alors vraiment c'est une telle trahison à Wolverine, vraiment non merci. Non merci, je suis trop vieux pour ces conneries je pense déjà, et c'est terrible à dire, je trouve ça inintéressant et nul et chiant. C'est long en plus comme film, putain c'est long, qu'est-ce que c'est long. Tout ça pour ça, non merci. Beetlejuice, réalisé par Tim Burton, sorti en 1988, le premier film, hein, attention, évidemment pour préparer la suite. Que je n'ai pas encore vu, cela dit. Écoutez, j'ai trouvé le film pas mal du tout. J'ai pas été non plus transcendé, parce que je sais que c'est quand même un film qui a une bonne réputation. Après, je suis pas très Tim Burton, je n'ai pas vu beaucoup, mais à chaque fois, j'ai rarement été emballé par un Tim Burton. Le seul que j'ai bien aimé, c'est pour l'instant, c'est Sleepy Hollow. Mais sinon, on peut pas dire que je sois très fan de Burton. Et là, malgré un univers assez charmant et réussi, avec des maquillages notamment très réussis, tout ça, quand même, je trouve que parfois ça a quand même très mal vieilli par moments. Je trouve que le ton est assez étrange. Parce qu'on sait pas si ça va être une comédie ou un film d'horreur. Je trouve qu'encore une fois, ça fait trop peur pour faire rire, ça fait trop rire pour faire peur. Enfin, les comédies d'horreur, c'est quand même un équilibre qui est très difficile à trouver. Il y a quand même des bonnes idées, le casting fonctionne bien, ça c'est indéniable. Quand même un univers qui est quand même assez fascinant. J'ai pas été emballé, pourtant je trouve qu'il y avait tout quoi. Pour son papier, il y avait vraiment tout pour que ce soit vraiment bien. Et j'ai trouvé ça au final tout juste sympathique quoi. J'ai vraiment pas été embarqué. Peut-être que je l'ai vu trop tard, peut-être que j'ai peut-être pas dans la meilleure disposition. C'est possible aussi, je suis peut-être un peu passé à côté. J'ai vu en VF aussi, peut-être que la VF est pas dingo. C'est possible aussi. Pas mauvais, hein, évidemment, loin de là. Tim Burton est quand même pas n'importe qui, il a quand même du bagage, même si c'est un de ses premiers films, ce film-là, on sentait quand même déjà qu'il avait énormément d'inventivité, beaucoup de choses à raconter. Il y a quand même un angle très original avec les fantômes, dirons-nous, donc il y a quand même beaucoup d'idées. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des moments très étranges, des moments qui ont très mal vieilli. C'est quand même pas intéressant, loin de là, évidemment, mais pas plus que ça. À voir la suite, donc pourquoi pas. Borderlands, réalisé par Eli Roth, ce fameux Borderlands qui s'est fait cracher à la gueule en tant que film, en tant qu'adaptation aussi, surtout évidemment beaucoup. Qu'en est-il? Bon, c'est pas bien, mais honnêtement, est-ce que c'est plus mauvais que Deadpool et Wolverine? Très honnêtement, la question se pose pour moi. J'ai vu pire. C'est pas bien, mais j'ai vu pire.
Franchement, j'ai vu pire. Alors oui, voilà, le film est bien trop court. Enfin, en même temps, heureusement qu'il n'est pas plus long. Le film n'a absolument pas le temps de développer ses personnages. Le film n'a pas le temps de raconter une histoire. Alors j'ai pas vraiment joué au jeu. Je connais un peu l'univers, mais j'ai pas joué au jeu. Mais bon, oui, voilà, il y a plein de manquements par rapport à l'univers du jeu, quoi. On sent que c'est pas un projet sincère. C'est sûr, ça se voit tout de suite que c'est pas un projet qui est sincère. On sent que c'est un projet qui est opportuniste. Donc je peux comprendre qu'on déteste le film. Et il est pas bien. Mais c'est pas à chier non plus. Il y a quand même nos deux vannes qui fonctionnent dans le film. Tu vois, je pense que j'ai plus souri devant Borderlands que devant Deadpool et Wolverine. C'est vous dire. Notamment Claptrap, qui je trouve s'en sort. Il y a 2-3 vannes qui fonctionnent avec lui. Claptrap est plutôt rigolo. Par moment, ce qui est quand même un exploit, je dirais. Mais bon, voilà, après, évidemment, il y a plein de défauts. Hein. Techniquement, c'est aux fraises, encore une fois. Les personnages sont inconsistants, c'est très mal écrit, c'est très con par moment. Pour voir que le film se fait démonter. Franchement, j'aurais préféré que les avis soient tout aussi catastrophiques pour Deadpool et Wolverine que pour ce film-là. Après, peut-être que justement mes attentes étaient ultra basses et du coup, j'attendais vraiment rien. Je vous recommande pas. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas forcément envie non plus de trop taper dessus. Parce que c'est pas bien, mais franchement, est-ce que ça méritait à ce point-là d'un acharnement? Je pense pas. Trap, réalisé par M. Night Shyamalan. Enfin, parce que j'ai mis longtemps à le voir ce Trap. Vous savez que j'adore Shyamalan, sa mère, c'est mes préférés. Et ça faisait un petit moment quand même où j'étais un peu en demi-teinte sur lui, notamment avec Old et Knock at the Cabin, ces 2 films précédents. Donc j'avoue que j'avais super hâte de voir ce nouveau film et j'espérais vraiment qu'il me convainque totalement avec ce pitch incroyable, ce concept incroyable. Le tueur en série donc qui est pris au piège entre guillemets dans un concert. Et bah encore une fois, le pari est à moitié réussi. Ça m'emmerde, encore une fois, j'adore la mise en scène de Shyamalan, vraiment. J'adore ses idées, j'adore ses plans, j'adore comme tout est calculé et bien millimétré. Il n'y a aucun plan qui est laissé au hasard, contrairement à ce que certains pourraient dire. On en parle dans un signe d'ailleurs de Trap, hein, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'étendre non plus. Mais effectivement, en termes d'écriture, ça a beaucoup été décrié, et effectivement... Ça tient pas la route, hein, ça tient pas la route, vraiment. La suspension d'incrédulité est vraiment mise à rude épreuve devant ce film. Mais... ça passe. Et c'est vrai que la deuxième moitié aussi, il y a quand même beaucoup de moments où il faut s'accrocher. C'est quand même compliqué. Après aussi, j'ai envie de mettre un disclaimer quand même parce que la VF du film, je suis désolé, hein, respect pour les doubleurs, tout ça, mais honnêtement, la VF est vraiment pas bonne. À part pour le personnage principal, donc qui est joué par Josh Hartnett, pardon, qui est pour le coup vraiment très bon. Donc il faudrait que je le revoie en VO pour vraiment me faire une plus solide opinion, je dirais. Tout ça pour dire que déjà évitez la VF si vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore vu. Au-delà de ça, bah voilà, si vous n'aimez pas Shyamalan, c'est pas ce film qui vous réconciliera avec lui, je pense, parce que c'est un pur film de Shyamalan dans ses bons et ses mauvais côtés, je dirais. Reste que c'est un cinéaste qui me passionne et même si le film n'est pas à la hauteur de mes attentes, j'ai quand même pas détesté, loin de là, j'ai même plutôt passé un moment assez agréable, surtout pour la mise en scène, que je trouve assez fascinante et géniale. Même si voilà, le concept, il ne le transcende pas encore une fois, et c'est vraiment dommage. C'est le genre de film où il faut se faire son propre avis, en étant conscient qu'effectivement, en termes d'écriture, il y a beaucoup de maladresse. Mais merde quoi, quelle générosité quand même dans l'ensemble je trouve. Et surtout c'est un film où on sent qu'il se fait plaisir, on sent qu'il aime ce qu'il fait Shyamalan. Et ça fait du bien aussi de temps en temps de voir ça. Pearl, réalisé par Ty West, j'avais dit qu'on y reviendrait, donc deuxième film de la trilogie de Ty West après X, qui donc là pour le coup n'est pas une suite mais un prequel donc à X, puisqu'on initie le personnage de Pearl qui apparaît déjà dans X, qui est donc la vieille du couple qui prête leur grange aux jeunes étudiants. Et donc ce film nous raconte un peu comment elle en est arrivée là, entre guillemets. J'ai été un peu moins convaincu par ce Pearl, pour tout vous dire, même si l'esthétique encore une fois est assez intéressante, et surtout ce qui est assez cool, c'est que c'est un film qui est vraiment très différent de X, par son esthétique, par son ambiance, par son ton global. C'est assez intéressant à voir quand même parce que c'est même presque l'antithèse totale de X, même s'il y a quand même des éléments horrifiques évidemment dedans. Mais c'est vrai que c'est plus un drame psychologique plus qu'autre chose. Il y a des séquences qui fonctionnent vraiment très bien, mais pareil encore une fois, je dirais que c'est quand même très balisé, c'est quand même très attendu par moments, plus que X je trouve. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un peu moins inspiré, sans forcément que ce soit mauvais. Je trouve que ça manque de séquences choc, ou alors ça y a des séquences choc, je trouve qu'elles en font trop. Et le fameux monologue de 10 minutes en plan séquence machin de Pearl, qui je trouve en fait trop, ça reste plutôt réussi mais je trouve que ça en fait trop. C'est pas aussi subtil, je trouve que c'est vraiment le genre de scène où tu sens qu'elle a été faite pour faire parler d'elle, mais je trouve que du coup c'est pas sincère, je trouve que ça manque vraiment du truc qui justifierait vraiment de faire ça. Le générique de fin par contre est très réussi, ça par contre vraiment rien à dire, c'est génial le générique de fin, je dirais pas ce qui se passe là dedans mais c'est génial. Là pour le coup c'est un plan qui fonctionne très bien, rien que pour ça le film vaut le coup d'œil. Mais sinon voilà, j'avoue j'ai été moins convaincu par ce Pearl, j'étais même presque un peu déçu parce que je savais quand même que le film avait assez bonne réputation, et au final non vraiment j'ai pas été embarqué quoi. Ça m'a moins parlé, ça m'a moins intéressé, sans pour autant dire que le film est pas bon. J'ai préféré X pour plusieurs raisons qui me sont personnelles certainement, mais voilà. Malgré tout à voir si vous avez aimé X, mais même d'ailleurs si vous n'avez pas aimé X d'ailleurs je le recommanderais aussi parce que justement c'est un film qui est quand même assez différent par rapport à X. Et donc ça au moins pour ça
C'est aussi quand même intéressant à voir. Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard, qui a beaucoup fait parler. C'est Emilia Pérez, qui est donc bel et bien effectivement une comédie musicale, parce que je sais que ça a été caché pendant longtemps. C'est d'ailleurs, je trouve ça pas ouf, mais d'ailleurs, c'est aussi dans l'actualité, hein, parce que alors où je vous parle, Joker Folie à 2 est sorti. Je l'ai pas vu encore, mais voilà, j'en parle quand même vite fait. Ça fait que c'est le deuxième film qui cache que c'est une comédie musicale, avant que les premiers gens l'aient vu, et donc disent à tout le monde que c'est une comédie musicale, mais sinon avant ça, personne ne le savait. Ouais, je pense que c'est un peu dommage en vrai. On pourra en faire un débat, mais je trouve ça dommage que les gens se braquent totalement à la comédie musicale. Ils entendent comédie musicale, ils disent maintenant j'y vais pas, c'est mort. C'est dommage de penser comme ça. Mais le cacher aux spectateurs, je trouve ça pas non plus très juste. Et j'avoue que c'est pas très moral. Je trouve que c'est un peu opportuniste là aussi. Pour moi, les deux camps sont un peu à blâmer, entre guillemets, ceux qui détestent les comédies musicales pour souvent pas beaucoup de raisons. Et la promo du film qui a vraiment totalement caché que ce soit. Je sais pas si c'était une volonté de Jacques Audiard de cacher que c'était une comédie musicale. Je trouve ça très dommage. Au-delà de ça, que vaut Emilia Pérez, j'ai trouvé le film vraiment bien. On en parle dans un ciné-flag encore une fois. Moi, j'ai vraiment été embarqué. J'ai totalement accepté le côté comédie musicale. Je trouve qu'il y a des séquences musicales qui fonctionnent très très bien. J'aime bien le casting, j'aime bien l'histoire, j'aime bien ce que ça raconte, j'aime bien la mise en scène. Voilà, alors après un prix d'interprétation pour les 4 actrices du film, je trouve ça abusé. Autant Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon pour elle. Oui, pour Selena Gomez et Adriana Paz, non. Selena Gomez parce que je trouve qu'elle joue pas si bien que ça. Adriana Paz parce que l'on la voit pas assez dans le film selon moi pour qu'elle mérite un peu d'interprétation. Mais par contre, pour Selena et Carla Sofia Gascon, ça pose aucun problème. Elles sont très très bien toutes les deux. Elles transcendent leur rôle complètement, ça y a pas de problème là-dessus. Voilà, j'aime bien quand même l'angle du film. J'aime bien comment ça traite de la transidentité, même si alors après je sais que ça a un peu fait polémique, en tout cas que ça divise beaucoup au sein de la communauté LGBT, et je peux l'entendre, parce que c'est vrai qu'on peut là aussi voir un petit côté un peu opportuniste, parce qu'effectivement c'est pas si important dans le récit non plus, donc on pourrait penser que ça ferait un peu du queerbaiting, je crois qu'on dit ça, une thématique queer pour attirer les queers, mais au final ne pas vraiment parler de cette thématique là, ça je peux l'entendre, et c'est vrai qu'aussi on pourrait penser que c'est un peu rétrograde aussi comme argument en mode vu que tu deviens une personne trans, t'es un peu lavé de tous tes crimes. C'est vrai que bon, en termes de morale, ça pose question. Après, pourquoi pas, je l'ai accepté, c'est pas parfait, loin de là, il y a quand même des défauts indéniablement. Mais globalement, j'ai trouvé le film vraiment réussi. Voilà, quand même assez solide dans l'ensemble, même si effectivement on pourrait quand même reprocher un rythme parfois un peu trop rapide, un manque de liant parfois, voilà que c'est un reproche qu'on peut faire au film, mais quand même globalement j'ai trouvé le film assez réussi. Speak No Evil, réalisé par Christian Tafdrup, et donc oui, ce n'est pas le remake américain, c'est bien le film original danois, donc avec cette histoire d'un couple danois qui rencontre un couple néerlandais. Putain, attendez, je sais plus. Oula, attendez, est-ce que... Attends, j'ai pas me tromper dans les pays, je suis une merde, excusez-moi. Évidemment, ils vont pas le mettre. En même temps, putain, évidemment, là, j'ai tapé Speak No Evil, je suis tombé sur le remake américain. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux voir le film original, messieurs, dames. Et oui. D'ailleurs, oui, en France, qui s'appelle Ne dis rien, ce qui est quand même dégueulasse. Voilà, donc une famille danoise et une famille néerlandaise, c'est bien ça. Bref, donc ils se lient d'amitié, la famille danoise est invitée chez les Néerlandais pour un week-end, ils y vont, et en fait, ils se rendent compte assez vite que, en fait, ils les connaissent pas si bien que ça, et donc est-ce que c'était une bonne idée ? Tout. Bref. Donc effectivement, avec la sortie du remake américain, j'avais envie de voir le film original d'abord, j'avais pas encore envie de voir le remake américain, je sais pas d'ailleurs si je le verrai, j'avoue que par curiosité, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne, on verra. Bref. Encore une fois, peut-être pour le rattrapage de fin d'année. En tout cas, ce Speak No Evil, original donc danois, je l'ai trouvé réussi. Je trouve que c'est bien réalisé, je trouve que l'ambiance globale est très malsaine, il y a un vrai malaise qui jalonne tout le film, qui est vraiment réussi. Je trouve que le casting est vraiment bon. En plus, vraiment, un remake américain, je trouve ça n'a pas de sens, parce qu'en plus, la moitié du film est en anglais. Parce que forcément, vu qu'ils ne se comprennent pas entre eux, quand ils s'adressent à l'autre, ils parlent en anglais. C'est une langue que les deux couples maîtrisent. Mais bref, c'est pas grave. Le film prend son temps, le film vraiment installe une ambiance malsaine qui grandit petit à petit jusqu'à arriver à un climax assez terrifiant, il faut le dire, et assez jusqu'au boutiste. C'est un film qui a pas peur de nous perdre et de, comment je peux dire ça, de vraiment encore une fois mettre à contribution notre immersion, enfin vraiment de nous poser la question du consentement. Pas forcément d'ordre sexuel, mais si j'en dis plus après je spoil un peu. C'est vraiment un film qui est sur la manipulation, sur le contrôle. C'est un film qui, vraiment pour moi, traite des thématiques vraiment intéressantes et qui le fait encore une fois avec un angle très intéressant et assez malin. J'aime bien comme le film vraiment, en filigrane presque, te fait ruminer là-dessus jusqu'à arriver donc à cette fin-là et à cette phrase vers la fin du film qui est assez marquante, que je ne dirai pas ici parce que sinon ça spoil pas mal de choses. Mais voilà, qui du coup arrive vraiment comme un coup de tonnerre et tu te dis ah ouais. C'est juste ça, mais en même temps, oui, tout était sous nos yeux depuis le début, et effectivement, quand tu te remets tout le film en tête, tu fais, effectivement, ouais, c'est juste ça, et en même temps, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, donc pour ça, c'est vraiment réussi. Voilà, c'est un film qui est assez audacieux dans sa fin, et il paraît que donc, justement la fin du remake américain est très différente. On verra. Le remake m'intéresse quand même, j'avoue,
pour voir les différences. En tout cas, voilà, j'ai quand même envie de dire que ce Speak No Evil version originale vaut le coup, largement. Donc peut-être préférez-le au remake américain, je pense. Je pense qu'il est quand même plus intéressant. Il y a moyen. Sorti en 2022 de façon un peu confidentielle d'ailleurs, le film n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est dommage. Donc vraiment, soutenez-le plutôt que le film américain. Je pense que c'est plus intéressant. Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez. Ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas eu de film Alien depuis Covenant en 2017, que j'avais pas beaucoup aimé d'ailleurs. Et ce Alien Romulus, donc on en parle dans un cinéflog, et en fait je vais un peu dire ce que tout le monde a dit en fait, c'est que c'est bien, même si c'est un peu effectivement un menu maxi best-of de la saga, mais en même temps, bah ça fait très très bien le taf quoi. Vraiment, c'est très réussi esthétiquement. Il y a vraiment des plans qui sont assez fous, le casting fonctionne bien. Après, effectivement, bah ça pioche des idées là, ça pioche des idées dans le second film, dans le troisième film, dans le quatrième film, même dans Prometheus, même dans machin. Donc voilà, ça pompe un peu tous les films pour en faire un melting pot machin, mais ça fonctionne très bien. Donc ça, le film ne réinvente pas la roue, mais fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu te dis merde, on peut se dire quand même que c'est un peu un manque d'inspiration, mais en même temps bah le film le fait tellement bien qu'on peut quand même s'incliner et dire bah ouais bah c'est bien, c'est un bon film. Et pour le coup je trouve que l'actrice principale, donc Kelly Spiney, pas je le prononce bien, qui commence à faire son petit trou quand même au fur et à mesure. Elle avait déjà notamment joué dans Civil War il y a quelques mois. Ça suit de très très près parce que je trouve qu'elle fait des choix de carrière intéressants et je trouve que souvent elle apporte suffisamment de charisme dans ses rôles pour être à suivre. Donc vraiment je la trouve très très bien dans le rôle et dans ce film là, donc voilà. Maxi best-of, mais très bon maxi best-of. Kill, réalisé par Nikhil Nagesh Bhatt, je sais pas que je le prononce bien, film indien. J'ai pas vu beaucoup de films indiens dans ma vie d'ailleurs, je pense pas qu'on puisse considérer que ce film de millionnaire est un film indien. Donc je pense que c'est vraiment le premier film indien que je vois. Et pour le coup, il n'est pas du tout un film de Bollywood où ça chante et ça danse, mais plutôt un film d'action assez bourrin, je dois dire, dans la veine de John Wick et The Raid. Plus The Raid d'ailleurs, c'était quand même assez intriguant sur le papier, avec un scénario qui tient sur un timbre-poste comme on dit, mais voilà, en même temps on ne demande pas forcément plus pour ce genre de film. Qu'est-ce que ça vaut donc au final? Bah c'est pas mal du tout. Ce que j'aime surtout dans le film, c'est vraiment le fait que ça soit un peu coupé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie qui est la première demi-heure on va dire, ça se met en place doucement, ça commence déjà un peu à se bastonner, ça reste gentil entre grosses guillemets, bon même si déjà ça commence à tabasser pas mal quand même, ça va pas trop loin non plus. Ce que je veux dire par là c'est que le film est interdit au moins de 16 ans, donc c'est quand même important à souligner. Donc ça que quand tu vois la première demi-heure tu te dis ouais bah je vois pas pourquoi le film est interdit au moins de 16 ans, je veux dire ça va, ok il y a un peu de sang, ça se lâche des grosses tornades dans la gueule, mais quand même ça va tu vois, ça reste tout à fait regardable pour n'importe qui, enfin n'importe qui, faut quand même pas déconner mais voilà. Et après donc arrive le titre du film qui arrive au bout de 35 minutes, et surtout qui suit un événement important dans le film. Et là, et bah, les chiens sont lâchés. Ce que j'aime bien en fait, c'est que le film prend une autre dimension et que c'est justifié dans l'histoire parce que le personnage principal prend une nouvelle dimension après l'apparition du titre. Pour le coup, bah Kill, ça a un titre bien choisi, mais j'en dirai pas plus. Et je pense que vous devinez ce que je veux dire du coup. Et voilà, et le film devient un énorme exutoire, une véritable boucherie qui va loin par moment, et effectivement là le moins de 16 ans est assez justifié, et du coup bah c'est un film qui est assez surprenant dans sa radicalité par moment, et du coup bah c'est assez justifié à regarder par moment, même si c'est vrai que le film est assez handicapé par des effets un peu kitsch propre au cinéma indien quand même, et surtout bah par quand même des personnages assez peu développés qui sont pas forcément ultra intéressants à suivre. Et pareil en termes de mise en scène et de découpage, c'est pas parfait quoi. Ça reste plutôt bien filmé, mais ça n'a pas la maestria, la virtuosité d'un The Raid par exemple, ce qui est quand même très dommage parce que bah The Raid quand même vaut surtout beaucoup pour ses scènes d'action. Là pour le coup d'un scénario tout aussi débile entre guillemets presque et cliché, mais du coup en termes d'action, même si ça reste quand même, il y a vraiment des moments qui sont très efficaces et bien bourrins, et on en a quand même pour notre argent entre guillemets parce qu'on voilà, le film nous vend quelque chose et nous balance dans la gueule, ça y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai quand même qu'on pourrait se dire que c'est pas non plus virtuose, ça réinvente rien du tout. En ça, c'est un peu décevant, et le fait que ça manque d'une vraie fin, je dirais quand même. Puis surtout, c'est vrai qu'il y a quand même des moments très faciles dans l'écriture, des moments, pas mal de moments où tu te dis que ça pourrait s'amener bien plus vite si le scénario n'était pas aussi bancal par moment, donc c'est un peu dommage. Mais après, voilà, si vous voulez voir un actionneur indien qui l'a quand même sous le capot et qui n'hésite pas à lâcher ses coups, notamment dans sa seconde moitié, bah ouais, je pourrais le recommander. Au-delà de ça, bon, pas on peut dire que ce soit exceptionnel, mais c'est tout à fait agréable à regarder. Voilà. Le film réalisé par Daniel Auteuil, film que j'avais pas forcément prévu d'aller le voir à la base, mais finalement bah j'y suis allé. Film de procès qui apparemment est la nouvelle tendance du cinéma français visiblement, avec Daniel Auteuil lui-même qui joue un avocat qui essaie de défendre une personne accusée du meurtre de sa femme, et selon lui tout porte à croire qu'il est innocent.
Mais qu'en est-il vraiment? Évidemment, je ne vous dirai pas ce qui se passe dans le film, mais voilà, c'est à peu près le pitch de ce film-là. Alors c'est assez particulier parce que, bon, c'est un film qui fait un peu daté par moments, notamment dans son choix de musique. C'est un film qui a un rythme assez bâtard, je dois dire. Parfois très lent, pour pas grand-chose, qui parfois peut-être en rajoute un peu trop pour pas grand-chose par moment. Reste que les scènes de procès sont assez efficaces et fonctionnent très très bien, que ça joue plutôt bien. Il y a donc l'accusé joué par Grégory Gadebois qui est très très bon. Il y a quelques bonnes idées, c'est pas mal réalisé. Honnêtement, il y a vraiment quelques plans qui sont assez travaillés et qui ont de la gueule. Et puis il y a ce final dont beaucoup de gens ont parlé, qui se veut être un peu un twist, qui effectivement, oui, alors est un petit choc, mais j'avoue que j'ai pas été non plus subjugué par cette fin, parce que en soi, je trouve qu'elle change pas grand chose en fait. Plus sensationnaliste qu'autre chose. Si, ça change que certains trucs quand même. Il y a une vraie mise en abîme, le fait qu'on a été trompé comme le personnage principal, sans trop en dire encore une fois. Mais je trouve que dans la narration du film, dans sa conclusion, quelque part, ça change vraiment pas grand chose en fait. Donc en termes d'enjeu en tout cas ça change pas grand chose. Ce que je trouve un peu dommage du coup parce que normalement un twist quand même ça relance aussi un peu tous les enjeux etc. Ça redistribue les cartes entre guillemets et là du coup finalement pas tant que ça. Voilà, ça restait bien vu de conclure là-dessus. Forcément ça intensifie un peu le message qui devient un peu plus général on va dire. En tout cas voilà, c'est un film qui se suit plutôt bien, qui est pas sans défaut. Mais voilà, effectivement en termes de film de procès on a eu bien mieux assez récemment, que ce soit le procès Goldman ou même surtout évidemment Anatomie d'une chute pour ne citer que. La nuit se traîne, réalisé par Michel Blanchard, film belge, franco-belge mais surtout belge, donc avec l'histoire de ce serrurier qui va être embarqué dans une affaire un peu sordide dirons-nous et qui va être pourchassé pour rester à peu près flou. On en parle dans un ciné-florgue, mais pour faire rapide, j'ai trouvé que c'était un bon film, vraiment un bon film, très efficace, bien foutu, avec des personnages assez attachants, pas mal d'idées dans la mise en scène, même si parfois effectivement ça en fait peut-être un peu trop, mais voilà, en tout cas il y a une envie vraiment de proposer du spectacle, et de vraiment proposer une vraie course-poursuite haletante. Et non, la narration fonctionne très bien, même si un peu quelques grosses ficelles, mais bon voilà, rien de choquant non plus. J'aime bien le contexte du film, j'aime bien comme il l'utilise. Il y a un contexte politique fort, qui je trouve est très bien utilisé, et apporte beaucoup de pertinence, et du coup justifie pas mal de réactions du personnage principal. Donc je trouve que c'est très bien vu. J'aime bien, encore une fois, j'en avais parlé dans mon bilan cinéma 2023, mais encore une fois, il y a une chanson de variété française, une vraie chanson de variété française qui fait écho dans ce film-là, qui donne son titre au film d'ailleurs, mais qui est encore une fois très bien utilisé, qui a un certain écho et avec ce qui se passe, etc. Et voilà. Encore un film qui utilise une vraie chanson de variété française pour raconter autre chose, machin, et c'est encore une fois très, très bien vu. Juste un petit bémol sur le dernier quart d'heure, je trouve, qui était peut-être pas forcément nécessaire. Je trouve que ça se finit un petit peu facilement et que c'était peut-être un peu trop attendu comme fin. Peut-être. Mais sinon, non, c'est vraiment un bon film que je vous recommande. C'est le genre de projet qu'il faut soutenir dans ce monde francophone. City of Darkness, réalisé par Soi Cheang, je sais absolument pas comment on prononce, je suis absolument désolé. Film hongkongais qui a un peu fait parler de lui, ça se veut être un énorme actionneur. Et j'avoue, c'est un film qui m'intriguait vraiment beaucoup, que j'avais très envie de voir depuis un moment. Je l'ai vu tard pour le coup, et j'ai fait de la route pour aller le voir. Et malheureusement, je trouve que le film ne valait pas de faire toute cette route. J'étais un peu déçu, je dois le dire, par ce film. En fait, déjà, sans trop en dire, il y a un côté presque surnaturel qui débarque un peu de nulle part et qui va aller crescendo dans le film. Ce que je trouve très dommage, parce que je trouve que le film est quand même très terre à terre, notamment dans sa première moitié, et plus ça va et plus le film va perdre en crédibilité. Alors après voilà, c'est totalement assumé qu'il y a un côté parfois presque très manga par moment, très shonen. Le film va l'assumer complètement. Pourquoi pas, moi j'avoue que ça m'a pas vraiment parlé, du coup ça m'a un peu sorti du film par moment. Pour le coup, les bastons, tout ça, un peu comme Kill, c'est-à-dire que c'est pas mal réalisé, le montage est relativement correct, mais encore une fois on est loin d'une virtuosité dans The Raid ou ce que vous voulez. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même un propos sociétal qui est assez intéressant. Je trouve que le casting est assez attachant quand même, et il y a une esthétique pas dégueulasse, même si en termes d'effets spéciaux quand même ça montre vite ses limites, mais voilà, il y a quand même une ambiance qui se dégage de l'ensemble, quand même certains moments qui sont assez réussis, mais voilà, moi j'avoue que j'ai pas été convaincu, et notamment il y a quand même un énorme over the top sur le climax qui m'a un peu gêné, j'avoue, qui m'a un peu dérangé. J'ai trouvé ça assez dommage que le film ne soit pas plus terre à terre. Après c'est une question de goût, j'imagine, moi ça m'a pas parlé, peut-être que ça parlera à plein de gens. Moi j'avoue que je suis resté un peu en dehors. Pas un mauvais film, loin de là, mais un peu déçu quand même, je m'attendais à mieux, j'avoue. J'ai juste trouvé ça
pas mal. J'espérais plus. Voilà, en termes de film d'action, ça n'a pas rempli le contrat selon moi. Et enfin, dernier film, Le Cirque, réalisé par Charlie Chaplin, sorti en 1928, que j'ai vu au cinéma, qui était diffusé dans un cinéma proche de chez moi, pour une séance unique. Donc c'était une bonne occasion de le découvrir. Deuxième film de Chaplin que je vois après Les Temps modernes. Et bon, j'ai trouvé ça vraiment bien, sans non plus être totalement enthousiaste. Mais bon voilà, Chaplin reste quand même un des maîtres du cinéma muet évidemment, et ça reste un film quand même qui, certes forcément accuse des années, sur certains aspects, mais qui quand même conserve quand même un certain charme évidemment. C'est assez drôle, c'est assez émouvant bien sûr aussi par moments. Voilà, le personnage de Charlot reste toujours aussi iconique évidemment. En termes de mise en scène, c'est quand même assez fascinant de voir comment certaines idées peuvent émerger déjà à cette époque-là, parce qu'en vraiment 1928, alors on n'est pas dans le début du cinéma, mais c'est pas un art qui est si vieux que ça à ce moment-là, donc il y a encore un peu tout à faire entre guillemets. Il y a de belles scènes, le film est pas trop long, donc voilà, il y a juste ce qu'il faut, ça raconte juste son histoire sans trop en rajouter. Voilà, il n'y a pas besoin de plus spécialement. Voilà, c'est le genre de film quand même qui certes accuse ses années, mais en même temps est assez universel et intemporel. C'est ça aussi qui est assez fort avec Chaplin. Je pense que c'est pas son meilleur, loin de là, mais ça reste un moment très agréable. Je suis content de l'avoir découvert au cinéma, c'est toujours un petit truc en plus. Et donc voilà pour ce 45e Jus de Ciné, j'espère que ça vous a plu et intéressé. J'espère que c'était pas trop long, surtout, parce que c'est quand même beaucoup de films, forcément, sur 3 mois. Du coup, étant donné qu'il reste 3 mois sur l'année 2024, eh bien, le prochain numéro sera aussi consacré à 3 mois, donc ce sera octobre, novembre, décembre. Cela dit, ce sera peut-être première moitié de décembre, histoire de commencer le bilan cinéma fin décembre. Il sortira quand même très tard, le bilan cinéma, comme toujours, je pense. À chaque fois, je me dis que j'aimerais bien le sortir au plus tôt fin janvier, et au final, ça sort toujours en février, voire mars. Enfin bref. Et puis là, vu comme j'ai encore été très en retard sur l'année pour les jeux de ciné, bon, à mon avis, ça va être encore très en retard le bilan cinéma 2024, mais bref. On n'y est pas encore, il y aura un jeu de ciné avant ce bilan cinéma que j'essaierai de sortir fin décembre. Ça serait bien. Du coup, je pense qu'on parlera pas mal de rattrapage de 2024, des films que j'ai ratés au cours de l'année, que je vais essayer de rattraper avant de faire mon bilan cinéma, évidemment. Voilà, merci infiniment à tous et toutes d'avoir écouté cette émission. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!